RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En effet, il est 9h10, le débat du jour avec Louis Defresne. À ses côtés, Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, chroniqueur à la Croix Hebdo, Bérénice Levet, philosophe, essayiste. Intervenez en envoyant un mail à direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Au sommaire, Louis. Eh bien, écoutez, que signifie la boustillomania, ce que l'on est en train de vivre avec l'archevêque d'Ajaccio, l'évêque d'Ajaccio, qui va peut-être recevoir le pape François, qui devrait donc venir sur l'île de Beauté, sachant que l'église entre dans une phase d'intensité médiatique assez importante avec la réouverture de Notre-Dame de Paris et donc cette potentielle visite du pape François. On s'interrogera donc sur son expression « L'église catholique doit faire rêver, pas pleurer ». Voilà pour le premier sujet. Et puis on parlera du procès Palmade, des viols de Mazan aussi, parce qu'on s'achemine vers les plaidoiries et le réquisitoire. Et c'est une affaire hors norme qui fera sans doute date dans l'histoire judiciaire. Et puis on parlera également de l'exposition Caillebotte. Eh bien, voilà, on est bien servi, c'est bon ça. C'est parfait, le programme est riche. C'est parti pour le débat du jour. Et donc Bérénice Levet qui a publié « Penser ce qui nous arrive » avec Anna Arendt aux éditions de l'Observatoire, et Jean-Pierre Denis qui nous dit que nul n'est censé ignorer la météo aux éditions Ad-Solem. Ça tombe bien, s'il neige, on aura peut-être aussi des raisons supplémentaires de vous lire, Jean-Pierre. Ah oui, puis on est vraiment beaucoup mieux dans votre studio parce qu'il fait nettement plus chaud que dehors. Oui, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Bon, nul n'est censé ignorer la météo. Elle est plutôt favorable pour l'Église en ce moment, là, non ? Oui, c'est vrai qu'on rentre dans une séquence qui va un petit peu nous changer de séquence précédente. Pour une fois, on ne va pas parler de ce qui fâche, mais d'événements qui fédèrent. Et c'est vrai que l'ouverture de Notre-Dame, c'est quelque chose qui rassemble bien au-delà de l'Église, et c'est la vocation même d'ailleurs de cette cathédrale. Donc c'est un événement très positif, mondialement positif, et je dirais même que peut-être que l'Église n'est pas toujours consciente de sa capacité d'attraction. Il y a de plus en plus de jeunes qui se convertissent par la beauté. Je pense en particulier un jeune qui a été baptisé il y a 2 ans, à qui je demandais les raisons de son baptême. Il me dit je suis rentré dans l'église, c'est une église paroissiale parisienne, je suis rentré dans l'église en visitant le quartier, j'ai trouvé ça beau, et voilà. Vous voyez, c'est un chemin qu'on a peut-être un petit peu négligé ou sous-estimé, cette universalité du langage de la beauté. On a été peut-être un petit peu trop chichiteux, on a eu peut-être un petit peu honte, on a trouvé que tout ça c'était encombrant, bien sûr. On a parfois du mal à faire le lien direct entre les splendeurs de Notre-Dame ou de Saint-Pierre de Rome et puis le texte de l'Évangile. On a du mal peut-être à faire le lien, et pourtant des personnes qui n'ont pas ce lien avec le christianisme, qui sont moins habituées que nous, le font spontanément, et à travers la beauté, ils accèdent au mystère, et à travers le mystère, ils accèdent à Jésus. Donc c'est un chemin. Oui, si on doit penser ce qui nous arrive, c'est une illustration, Bérénice Levet. Et plus encore, parce que bon, c'est une question aussi qui m'est très chère, mais le lien entre l'art et le christianisme, il y a eu très tôt, et c'est d'ailleurs le propre du christianisme par rapport au protestantisme, le fait de miser sur le pouvoir des images, et la cathédrale était là précisément pour servir d'intercesseur entre le message biblique et le peuple. Donc il est évident que l'Église, par sa beauté, rend visible le mystère et atteint le cœur et l'âme, et c'est une chose extraordinaire de voir au Concile de Trente comment précisément dans la concurrence avec la naissance du protestantisme, l'Église catholique va de nouveau prendre appui sur la peinture, notamment pour maintenir les âmes dans le giron de la foi catholique. Donc en invoquant et en sollicitant Rubens et tous les grands peintres qui vont être ceux de la contre-réforme. Et avec puis, beaucoup surtout, de chair qui s'étale. Exactement, hein, contre l'idée d'un christianisme qui serait hostile à cela. Non, Rubens a vraiment été le grand peintre. Et puis, par ailleurs, de toute façon, ce que disait Jean-Pierre Denis est tout à fait exact. C'est que, et c'est là aussi que l'on retrouve la question de savoir si l'Église est faite pour comment avez-vous dit, en citant, faire rêver. Voilà, faire rêver. Pas simplement. Qui dit ça. Elle est surtout porteuse d'une certaine idée de l'homme et d'un homme qui aspire justement au vrai,
au beau et au bien. Donc je crois que l'être humain se sent aussi exalté et appelé, au sens de vocation, à ce qu'il a de plus noble en lui, et donc est vraiment tiré vers le haut par ces beautés qui sont incarnées dans les édifices religieux. Donc je crois réellement que l'Église ferait bien de s'appuyer sur tout cet héritage pour exiger de l'être humain, ou du moins combattre l'idée dégradée et dégradante que nous nous formons aujourd'hui de l'humaine nature. En tout cas, ces pierres ne sont pas muettes, justement, elles parlent d'elles-mêmes, Jean-Pierre Denis. Oui, mais depuis la Renaissance, l'Église a un sens particulièrement aiguisé de la mise en scène, un sens théâtral. Mais cette expression n'est pas négative ou péjorative dans mon esprit. Quand vous allez place Saint-Pierre à Rome, on est avec ces deux bras qui se tendent en direction de l'humanité. On est dans quelque chose de très théâtral et de génial et d'universel, en fait, qui s'ouvre en fait au monde entier. Puis l'Église a toujours eu alors il y a toujours eu des polémiques autour des images, parce que c'est bien antérieur à la crise de l'iconoclasme. Voilà, pratiquement dès les premiers temps du christianisme, il y a eu des images. Pratiquement dès les premiers temps, il y a des images extrêmement anciennes. On en trouve évidemment dans les catacombes, et pas seulement, on en trouve en Orient. Enfin, il y a des images vraiment extrêmement anciennes, des représentations de la Vierge, conciles, du bon pasteur, lycée, On a toujours essayé de trouver des images qui correspondent à notre époque. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on est de nouveau dans une époque où le langage des images prime sur le... D'ailleurs, pour le regretter, moi je suis poète, vous avez rappelé le titre de mon recueil, Bérénice, vous écrivez des essais, on peut le regretter parce qu'on est des hommes, des femmes de l'écrit, mais on est dans une civilisation on entre dans une civilisation de l'image, et donc l'Église est plutôt bien placée dans cette civilisation de l'image, à condition qu'elle retrouve elle-même un sens réel de la beauté. Alors ça veut dire aussi travailler avec des artistes de notre temps et pas avec des artistes pieux, parce que je suis pas sûr que Rubens était un pilier de sacristie, j'en sais rien. En ce qui concerne le Caravage, le Caravage qui est pour moi le Caravage qui est pour moi un des sommets de l'art et de l'art chrétien. Bon, la vie du Caravage, artiste homosexuel, en fuite à la suite d'une rixe. Enfin, on va pas raconter toute la vie du Caravage, mais voilà, c'était pas un modèle pour enseigner aux enfants pendant les cours de catéchisme. Néanmoins, quand on va devant la vocation de Saint Matthieu à Saint-Louis des Français à Rome, on est saisi, on est bouleversé par une compréhension très très profonde de ce qu'est le mystère du christianisme, du Christ, la rencontre avec Jésus qui est vraiment vivante. Voilà. Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans une espèce d'art un peu pieusard. Non, c'est ça. Voilà. Mais précisément, la peinture est capable de rendre visible l'invisible et de faire sentir le mystère sans l'épuiser. Je me permets simplement de signaler que j'avais signé un livre justement sur la pensée des images avec François Besflug, et où toute cette question, et quand vous faisiez allusion aux polémiques que les images ont pu susciter, effectivement, ça accompagné toute l'histoire. Et pourquoi d'ailleurs, on peut peut-être poser la question, pourquoi l'image pose-t-elle un problème, et a-t-elle posé un problème à certains au point d'avoir empoisonné la vie de l'Église pendant plusieurs siècles? Parce que l'image on peut considérer que l'image est une idole, et donc le christianisme étant se voulant anti-idolâtrique, le reproche fait évidemment aux images, c'est d'être source d'idolâtrie. C'est vrai effectivement d'une peinture, ça peut être vrai particulièrement d'une statue. Et puis il y a l'interdit biblique de ne pas représenter, sauf que du fait de l'incarnation, Jésus s'étant incarné, ça change il va y avoir, voilà, et donc il s'est rendu visible, et le défi posé aux artistes, c'est d'arriver à rendre visible l'invisible du visible, justement. Mais c'est ce qui va être sans cesse en question. Dans la querelle des images, de savoir si l'art est capable de faire sentir l'invisible et non pas de, finalement, effectivement, comme vous le dites, d'être l'idole elle-même, cette image. D'être un triste miroir de l'homme. Au contraire, elle nous emmène au-delà. Mais dans image, anagramme de magie, il peut y avoir aussi de la manipulation. Il y a aussi la concurrence des images aujourd'hui. Quand vous dites l'Église est présente et bien placée sur le terrain de l'image, oui, peut-être, mais tout le monde est bien placé sur le terrain de l'image aujourd'hui. Oui, c'est le paradoxe de notre époque. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des images
l'image partout, donc on peut dire que l'image n'a plus de valeur. C'est vrai que, d'ailleurs, les photographes sont malheureusement pour eux bien placés pour le savoir. Autrefois, dans la presse, les photographes de presse, c'était vraiment l'élite. Ils étaient d'ailleurs extrêmement bien payés, ils étaient très bien considérés. C'était vraiment le top du top du journalisme. Aujourd'hui, des images, il y en a partout, n'importe qui en fait. Votre smartphone produit des images d'une qualité incroyable, sans parler même des images fausses qui circulent et qui accélèrent aussi cette dévalorisation en effet de l'image. Vous avez raison. Donc on est face à une prolifération, je dirais pas au sens cancéreux du terme, on est face à une prolifération de l'image. Et donc, raison de plus pour revenir à une image qui soit appuyée en fait sur ces 2000 ans de patrimoine que nous avons, mais sans, attention, sans passéisme. Oui, et en plus, il y a Bérénice de très beaux textes de Jean-Paul II précisément sur les images. Et effectivement, c'est là que l'on peut être une véritable école du regard. C'est que le grand héritage pictural de l'Église, ces images ont une qualité qui font précisément des œuvres et non pas simplement des images qui sont dans le simple mouvement et où le regard est très vite épuisé, alors que une œuvre de Rembrandt, une œuvre du Caravage n'ont jamais fini de nous dire ce qu'elles ont à nous dire, parce que maintenant Jean-Pierre dit il faut pas que ce soit Pieusard. Donc mais c'est vrai pas que Pieusard, justement. C'est pour ça les grands artistes. Mais qu'est-ce que c'est l'image Pieusarde en fait? L'image Pieusarde, c'est celle qui va se contenter d'être vite lisible, décryptable, et qui ne creuse pas quelque chose qui n'est pas au seuil de la pensée. Alors que la grande œuvre d'art, elle va vous inviter, même appeler à ce que vous creusiez le mystère des vérités bibliques. Alors, j'en profite. Alors, allez-y, Jean-Pierre, puis j'ai une petite question un petit peu acide après. Oui, mais parce que, quand vous êtes devant une icône, en fait, vous êtes devant une fenêtre. En fait, est-ce que cette fenêtre s'ouvre sur quelque chose qui est au-delà du visible? Et si l'œuvre, elle s'ouvre pas sur autre chose qui est au-delà du visible, alors en fait, elle ne sert à rien. C'est juste quelque chose de décoratif, de discursif, de bavard, d'encombrant, en fait. Voilà. Et par ailleurs, je pense qu'il y a à trouver aussi le langage de l'époque. Et ça, c'est aussi peut-être le petit risque de vouloir s'arrêter à un langage qui serait déjà dépassé. Alors, c'est difficile de trouver le langage de l'époque, mais les grands artistes sont là pour ça. C'est peut-être, ça demande peut-être plus d'efforts d'aller les solliciter aujourd'hui, mais à tout moment, et je crois qu'encore plus aujourd'hui, peut-être, il y a des artistes qui sont disposés à rentrer dans cette démarche sans être nécessairement eux-mêmes des chrétiens, et ça a toujours été le cas. On a parlé au moment de la cérémonie d'ouverture des JO d'un certain tableau qui a été soi-disant parodié, la parodie de la scène. Donc là, voilà une image qui a subi une forme de transformisme, dirons-nous, mais qui peut-être parle à nos contemporains, ou leur a parlé sous une forme ambiguë. Quel a été le message, selon vous, dans cette querelle des images un petit peu nouvelles qui a pu illustrer la cérémonie des JO? Rapidement, parce qu'on ne va pas s'éterniser sur ce sujet. D'abord, il y avait quelque chose d'hypocrite parce que les concepteurs du spectacle n'ont pas assumé en fait ce qu'ils voulaient en disant qu'on avait mal compris, qu'on les avait mal compris, etc. Il y avait quelque chose, excusez-moi, pardonnez-moi d'employer l'expression à votre respectable micro, mais il y avait quelque chose de leur part de profondément faux cul. Bon, disons-le, voilà. Après, faut savoir que voilà, toutes les images qui ont une dimension iconique au sens là général du terme, pas religieux, sont reprises, parodiées, détournées. La Joconde, voilà, on a mis des moustaches à la Joconde, ça pose pas vraiment de problème, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup aussi et dans le monde du spectacle, il y a peut-être des gens qui reprennent, qui brassent des images sans réellement toujours être conscients de leur signification. Il y a une polémique à Toulouse autour d'un spectacle de rue extrêmement... La machine dans les rues de Toulouse. Voilà. Fin octobre, est-ce que ce spectacle avait un caractère diabolique parce qu'on faisait circuler l'araignée Lilith, par exemple, etc. Alors, ce qu'il faut bien, je pense, entendre, c'est que il n'y a pas nécessairement de mauvaises intentions. Il ne faut pas être non plus parano. Il n'y a pas nécessairement de mauvaises intentions
de la part des artistes qui réalisent ce genre d'installation, de spectacle, de réalisation, il y a souvent une profonde ignorance en fait de symboles qui ont une puissance que nous voyons parce que nous sommes habitués à parler ce langage, nous en connaissons en fait les détails, nous connaissons exactement les ressorts de ces symboles. Donc on va être de plus en plus confronté à ça parce que des artistes vont aller puiser un peu n'importe comment, pas toujours de manière mal intentionnée, dans un réservoir d'images qu'ils vont employer sans toujours se rendre compte de ce qu'ils disent. Bon, la seule chose, c'est que, comme par hasard, il est évident que c'est dans le patrimoine catholique chrétien que l'on puise et pas dans les autres religions. Alors là, je dirais que non. Pour moi, c'est pour plonger plus dans un répertoire qui avait un rapport avec le paganisme, me semble-t-il. Ah, c'est ce qu'ils ont, en tout cas, c'est ce que les concepteurs du spectacle ont invoqué. C'était de dire qu'ils jouaient sur deux registres païens aussi. Donc, bon, mais moi, c'est... Après que l'on parodie une scène, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège qui nous est tendu, mais observer malgré tout la différence de traitement entre les religions. Et je me permets d'ajouter aussi une chose qui me semble importante, ne pas tomber, nous, dans le panneau de tout applaudir parce que c'est de l'art contemporain. Donc on a le droit d'avoir un regard critique. Il faut être à l'aise avec ça. Mais pour avoir un regard critique, il faut qu'il soit évidemment un peu fondé sur quelque chose. Voilà, donc il faut connaître un petit peu. On a le droit de ne pas être dupe. Et par exemple, le spectacle, cette partie de ce spectacle sur la scène était globalement magnifique. Il faut quand même aussi le rappeler. Et dedans, il y avait ce moment dont on a le droit de ne pas être dupe, qui était juste kitsch, en fait. En réalité, c'était du kitsch. Moi, ça ne m'a pas choqué en tant que chrétien, ça m'a choqué en tant qu'amateur d'art, parce que cette partie-là, c'était vraiment le triomphe du kitsch. Et le kitsch, c'est à peu près le contraire de l'art. Ça, on a le droit de le dire, et je pense qu'il faut le dire. Voilà, mais il faut le dire de manière... il faut l'objectiver aussi autant que possible. Il ne faut pas se laisser éblouir, quoi. Non, mais de toute façon, c'était le problème quand même de toute cette cérémonie. J'ai vu le tribunal Figaro, mais c'est que le problème, c'est que notre patrimoine n'était utilisé que soit comme vitrine, mais pas du tout comme... ce n'était pas l'esprit ou le génie des lieux et donc des œuvres qui étaient sollicités, mais vraiment un simple décor. Donc, bon, mais c'est une autre polémique. Un dernier mot sur cette phrase que l'on ne va pas écluser. On y reviendra peut-être juste après les infos. Quand Monseigneur Bustillo dit « l'Église doit faire rêver », qu'est-ce que vous inspire cette expression ? Et pas pleurer, c'est ce qu'il ajoute. Hein. Il n'a pas signé... Il n'est pas entré dans l'église, dans les ordres, pour entrer dans le Titanic écoulé. Mais je suis là, enfin l'église catholique doit faire rêver, pas pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on a encore juste une minute avant de... Allez, 30 secondes, Bérénice Level là-dessus, puis on repartira après. Rêver n'est vraiment pas le mot. Je vous dis, l'Église, elle a un véritable rôle à jouer, mais qui n'a rien à voir avec simplement rêver. Et elle doit donner à élever l'être humain et à le tirer vers ce qu'il peut de plus haut, de plus élevé, et lui transmettre des vérités de foi. Je ne pense absolument pas que ce soit rêver. Jean-Pierre réserve sa réplique juste après les infos. Non, mais on n'a plus le temps, Jean-Pierre. On passe aux infos, puis je vous redonne la parole. La nuit des témoins, Marie-Léla Coussa. Ce vendredi à 20h, dans le cadre de la nuit des témoins, Radio Notre-Dame vous invite à suivre la veillée de prière en direct de l'église de la Sainte Trinité. Un événement majeur organisé par l'aide à l'église en détresse où de grands témoins viendront honorer les martyrs de la foi chrétienne. Vous aussi, venez prier pour eux. Rendez-vous ce vendredi à partir de 20h. N'aie pas peur, je suis la Sainte Vierge Marie de Guadalupe. Elle vient pour apporter aux hommes un don immense, Jésus-Christ. Guadalupe, un film exceptionnel sur la Vierge Marie et les miracles de son apparition. Il n'y a pas de femme au monde qui ait plus de représentation que la bienheureuse Vierge Marie. Par les réalisateurs de Cœur de Père et Cœur Brûlant. Guadalupe, en avant-première le 26 novembre à 20h au 7 Parnassien à Paris, avec David Caron, spécialiste des apparitions. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Louis Dauphren est journaliste du matin, désormais sur toutes les radios du réseau RCF. C'est une grande première et c'est une bonne nouvelle pour Radio Notre-Dame. Ensemble, nous essayons effectivement de construire une même radio plus ambitieuse, plus rayonnante et plus joyeuse. Aidez-nous à nous développer au service de l'unité des chrétiens. Envoyez vos dons à Radio Notre-Dame via le web, par virement et sans oublier évidemment les chèques au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e. Merci beaucoup.
Il est 9h30, le point sur l'actualité. Cécile Mérieux, bonjour. Il fait froid et les premiers flocons sont tombés ce matin sur la Bretagne et la Normandie alors que l'hiver s'invite sur l'Hexagone. L'on attend de la neige jusqu'en plaine. 54 départements sont placés en vigilance orange, neige, verglas et vent. La tempête va traverser la France d'ouest en est. Météo France avertit, elle pourrait rendre les conditions de circulation difficiles dans plusieurs régions. La grève à l'appel de tous les syndicats de la SNCF n'est pas massivement suivie aujourd'hui. Au lendemain d'annonces de hausse de salaire modérée pour 2025, les TGV Inouï comme Ouigo circuleront à peu près normalement, mais seulement 7 TER sur 10 et un Intercité sur 2 rouleront par rapport à l'habitude. La mobilisation des agriculteurs se poursuit. Elle se limite à présent aux actions de la coordination rurale, concurrent du tandem FNSEA Jeunes Agriculteurs. Dans le sud-ouest, des blocages de plateformes logistiques se sont poursuivis hier. Ils ont bloqué les accès aux ports de commerce de Bordeaux et des centrales d'achat de la grande distribution. Le Sénat propose une mesure choc pour renflouer la sécurité sociale. Il a voté une nouvelle contribution de 7 heures de travail par an sans rémunération. Cette contribution de solidarité est censée rapporter 2,5 milliards d'euros chaque année. Il sera encore permis d'utiliser les tickets restaurants pour acheter tous les produits alimentaires jusqu'à fin 2026. Hier, l'Assemblée nationale a voté la prolongation de cette dérogation, une aide au pouvoir d'achat des travailleurs regrettée par les restaurateurs. L'Ukraine a utilisé pour la première fois des missiles longue portée britanniques contre le territoire russe. Kiev a obtenu l'autorisation de Londres au lendemain du tir similaire de missiles américains. Jusqu'à présent, les Occidentaux tardaient à céder à Kiev l'autorisation d'utiliser ces armements. Ils craignaient la réaction de Moscou qui présentait cela comme une ligne rouge. Et enfin, un petit tour par le Vendée Globe. Le Français Thomas Ruyant a pris la tête du Vendée Globe. Il est suivi par l'Anglais Sam Goodchild et le Français Sébastien Simon. Merci Cécile Mérieux. Retour de l'actualité dans une demi-heure. Seconde partie du débat du jour autour de Louis Dauphren, Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, chroniqueur à La Croix Hebdo et Bérénice Levé, philosophe et essayiste. Intervenez en envoyant un mail direct à rcf.fr, direct à radionotre-dame.com. Et oui, on se pose la question, je l'avais posée au début, de savoir si l'Église doit faire rêver. Bérénice Levé nous a répondu, c'est la phrase de Monseigneur Bustillo, rêver et pas pleurer. Quelle est l'interprétation que vous donnez à cette phrase? Et puis en éclairage de tout ce que vous avez pu dire sur l'Église et son rapport à l'art, peut-être y a-t-il une parole aussi à expliquer, Jean-Pierre Denis, sur ce point, et puis on passera à d'autres sujets. Ah oui, vous y tenez, savoir ce que je pense parce de cette phrase. Moi, je pense qu'elle n'est pas tout à fait juste. Voilà, l'Église doit... Alors, s'il veut dire que l'Église doit arrêter d'avoir un discours moralisateur, en surplomb, négatif, dire que tout va mal dans la société, que les gens se comportent mal, leur faire la morale du matin au soir, bien sûr. Si l'Église doit arrêter les chrétiens d'avoir une phase de carême 365 jours par an, bien sûr. Après, le terme rêver me semble pas tout à fait juste. Je trouve que c'est pas sur le registre vraiment du christianisme. On n'est pas là non plus pour se faire plaisir. Bon, parce que ça termine quand même par... c'est une histoire qui a des passages un petit peu durs. Je crois que il y a un moment donné, il me semble que Jésus est crucifié. Donc voilà. Donc il faut tenir. Maintenant, je retiendrai donc la dimension, être un petit peu plus positif. Et après, moi, je dirais qu'il faut, c'est pas tellement la question de rêver, c'est d'arriver à redéployer un imaginaire, c'est-à-dire des représentations positives, importantes, qui tirent l'être humain vers le haut. Ça me semble vraiment important. Et quand on va rentrer dans Notre-Dame, on va pas regarder ses pieds, en fait. On va regarder vers le haut, vers la lumière, vers les rosaces. Voilà, c'est ça le sujet. En ce sens-là, je serais d'accord. Voilà, donc je n'aurais pas employé cette expression exactement. Et les images qui vont se déployer, évidemment, vont jouer sur cette dynamique du rêve, en tout cas de l'admiration que Notre-Dame, l'intérieur de Notre-Dame en particulier, va susciter. On attend tous de voir ces images. Peut-être en avez-vous vu certaines. J'ai pu avoir ce privilège et c'est vrai que c'est absolument splendide. Donc à l'image, ça donnera merveilleusement. On va passer du rêve au cauchemar avec deux affaires que je voulais livrer à votre sagacité. C'est l'affaire Pierre Palmade et puis l'affaire des viols de Mazan. Alors vous allez me dire, vraiment, on tourne une page énorme. Oui, mais bon, on est les pieds dans la boue du monde. Et puis ça, l'Église, c'est pas parce qu'elle a des monuments et de très beaux monuments qu'elle rechigne à aller au contact de l'humain. Et donc, Pierre Palmade, cet humoriste que tout le monde connaît, avec sa silhouette dégingandée et puis son regard exorbité qui a traversé
période extrêmement dure dans sa vie, consommateur de cocaïne depuis ses 20 ans, etc. On sait ce qu'il est arrivé ce 10 février 2023. Il a été jugé et puis il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes mercredi. Si on en parle, c'est peut-être pour dire quelque chose du pardon qu'il a pu exprimer à l'endroit des victimes. Peut-être avez-vous vu cela, Bérénice Levet, Jean-Pierre Denis, la manière dont il s'est exprimé en demandant pardon du plus profond de son être. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus, Jean-Pierre ? Alors moi, c'est pas Pierre Palmade dont j'ai envie de parler, parce que j'ai pas envie non plus de l'accabler. Les demandes de pardon devant des tribunaux, je sais jamais ce que ça veut dire. C'est une façon de... Est-ce que c'est une demande de pardon? Est-ce que c'est une façon de s'exonérer? Est-ce que c'est une façon d'atténuer sa responsabilité? C'est toujours une question très difficile, et ça, c'est dans le secret des personnes. Et je trouve que ça, c'est assez vain de s'interroger là-dessus. Moi, j'étais plus frappé par les propos de l'avocat de ce couple, donc qui a perdu un bébé qui était sur le point de naître, et qui a rappelé cette vérité qu'il est difficile d'exprimer. Il est assez courageux de le dire. Il a dit, au fait, le droit protège davantage les animaux que l'enfant à naître. Et en effet, Pierre Palmade ne pouvait pas être condamné pour homicide involontaire. Je dis involontaire parce qu'évidemment, c'est pas, voilà, il n'a pas souhaité tuer, avoir cet accident et tuer ce bébé. Et tout simplement parce que il a été estimé que cet enfant n'avait pas respiré une seconde à la suite de cet accouchement forcé. Et tous les parents qui ont connu la perte d'un enfant avant le terme de la grossesse diront que pour eux c'était un enfant. C'est assez évident, et c'est un deuil. C'est un deuil qui peut être, qui n'est pas moindre, qui est un deuil, comme le deuil de tout enfant. Et donc, il est condamné pour blessure. Et il y a quelque chose qui, moi, me met mal à l'aise dans cette... Et en fait, des magistrats n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, ils l'ont rappelé, ils ont dit, nous ne sommes pas là pour faire la loi, nous sommes là pour l'appliquer. La loi ne peut pas évoluer, parce que en fait, on a tout fait pour que la loi ne puisse pas évoluer. On a mis la question de l'avortement dans la Constitution pour justement empêcher une discussion sur ce sujet-là. En fait, c'est ça dont il s'agit. Voilà. On est dans une zone où, en fait, quand on se place du point de vue des parents, on sait très bien qu'ils ont perdu un enfant. Voilà. Mais cet enfant n'existe pas. Ouais. Mais c'est effectivement, je suis d'accord avec Jean-Pierre Denis. Moi, je me prononce pas sur la question du pardon. En revanche, ce qui était intéressant, c'était dans les propos de Pierre Palmade lui-même, qui a reconnu que pour lui, il avait tué un enfant, et c'était déjà un enfant. Et effectivement, là, on est totalement incapable de pouvoir modifier la législation du fait même que on ne veut pas reconnaître comme un être vivant. Donc c'est tout le problème de l'avortement qui se pose pleinement à nous ici. Donc il ne peut pas y avoir de modification de la législation à cause de cet interdit finalement qui aujourd'hui est prononcé. Donc, mais c'est le seul aspect sur lequel qui m'intéresse dans cette affaire. Après le reste, moi je ne juge pas. Mais ce qui était important, c'était les propos de Pierre Palmade en dehors de son pardon. C'était de dire, moi en tout cas, je me sens responsable aussi d'avoir tué un enfant parce que il avait déjà ce statut. Et donc j'espère que ça donne malgré tout à penser à tous nos à réfléchir en tout cas sur exactement sur cette question du statut. Mais je vous dis, à mon avis, il est impossible de modifier quoi que ce soit du fait de cette sacralisation de l'avortement aujourd'hui. Ça aurait été possible au moment de la loi Veil, parce que la loi Veil dit bien, enfin la loi Veil c'est une suspension en fait de jugement, au sens où le recours à un avortement ne peut pas en fait amener à une condamnation. Mais on est passé de cette logique-là, qui était une forme d'équilibre justement, à une logique dans laquelle ce sujet est devenu justement tabou. En fait, il y a un tabou qui est avec posé. la constitutionnalisation, voilà. C'est-à-dire que la constitutionnalisation n'a rien changé sur le fond, mais elle a empêché
elle a congelé en fait cette discussion. Et là, on le voit que vraiment, réellement, il y a un sujet. Et frontalement, le procès Palmade finalement met ça en valeur, en creux, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Avec l'impuissance des juges, de toute façon, à pouvoir statuer autrement que finalement. Oui, des législateurs, parce que les juges, en effet, eux, ils appliquent la loi. Mais la loi. Voilà, donc, mais en tout cas, toute modification de la loi semble fermée. Un testament pour les générations futures à présent. Inviter toute la société à prendre conscience. Pour les avocats des parties civiles, le procès des viols de Mazan sera ce testament pour les générations futures sur les questions du consentement, de la soumission chimique, plus généralement des rapports hommes-femmes. C'est peut-être un procès qui marquera l'histoire judiciaire. Il avait commencé début septembre. On en a assez peu parlé sur notre antenne parce qu'on dit, bon, les faits divers, tout ça, mais ça va sans doute certainement au-delà du fait divers. Et du coup, il est peut-être intéressant de pouvoir analyser les choses alors qu'on attend les réquisitions et les plaidoiries. Jean-Pierre Denis, Bérénice Levet. Moi, je veux bien intervenir, oui, effectivement, parce que c'est très, très préoccupant, cette affaire. Alors, je vais citer Hannah Arendt, je crois, qui a tout dit au moment du procès Eichmann, qui pouvait être utilisé comme un procès au service de l'antisémitisme, de la lutte contre l'antisémitisme. Et Arendt a cette... je me permets de vous lire quand même les quelques lignes. Si l'accusé est pris pour un symbole et le procès pour un prétexte à soulever des problèmes qui sont apparemment d'un intérêt plus grand que celui de l'innocence et de la culpabilité d'une personne, alors la logique exige que nous nous inclinions devant la thèse, alors qui était à l'époque celle d'Eichmann, je ne suis qu'un rouage, devant la thèse d'Eichmann et de son avocat. Il est un rouage et le punir, c'est en faire simplement le bouc émissaire pour un système qui l'a rendu possible. Bon, bah là, on est, je cite encore, le but d'un procès est de rendre justice et rien d'autre. Les buts ultérieurs, si nobles soient-ils, établir une histoire du régime hitlérien, etc., ne peuvent que porter atteinte à la tâche principale du droit, qui est de peser les charges retenues contre l'accusé, rendre un jugement et infliger un juste châtiment. Or, nous sommes exactement dans cette situation où finalement, et d'ailleurs l'expression même de viol de procès du viol, procès de Mazan, viol de Mazan, le système qui est mis en question, eh bien à ce moment-là, si on juge un système, eh bien disculpons monsieur Dominique Pellicot, il n'est responsable de rien et il est simplement le pauvre exécutant d'une société qui favoriserait le viol. Donc pour vous, ça déresponsabilise si on parle de système. Et toute la vertu d'un procès, c'est de replacer le présumé coupable dans son statut. Et la autre phrase de Hegel, mais c'est que le châtiment est le juste... mince, la phrase m'échappe, mais en tout cas, c'est le moment où on place un individu face à sa responsabilité. Et face à sa responsabilité, c'est à lui de répondre et non d'invoquer un système ou quoi que ce soit. Donc de toute façon, là, les avocats et tous les médias qui s'en font l'écho pour vous, se trompent en tout cas. Mais se perdent eux-mêmes parce que nous avons un cas singulier, il faut le juger en tant que tel. Mais c'est le même problème avec le mot de féminicide. Hein. Donc bon, mais pas d'extension démesurée pour Bérénice Levet. Jean-Pierre Denis. Comme vous avez évoqué Hannah Arendt, je pensais que vous alliez évoquer la banalité du mal. Et moi, c'est quelque chose qui me frappe depuis le début de ce procès, c'est que ce sont des personnes qui relèvent de toutes les catégories, toutes les classes sociales, tous les milieux, tous les âges, tous les niveaux éducatifs. Et je pense que c'est ça qui trouble et qui suscite aussi ce vertige quand on rentre dans le compte-rendu de ces audiences. Ce sont des personnes normales. Et c'est vrai que, j'allais dire, on aimerait que les criminels soient des gens qu'on puisse reconnaître comme tels de loin et les voir venir. Mais justement, non, le diable, là, rentre sous la peau de l'homme ordinaire. Et c'est ça qui nous fait peur. Moi, c'est-à-dire se dire, au fond, mais en chacun d'entre nous, il y a cette part de monstruosité. Alors, on peut dire, mais non, moi, je me reconnais pas dans cette... Évidemment, je ne suis pas le violeur de Mazan, évidemment, heureusement, sinon on serait dans un chaos total.
Mais il y a toujours cette question, ce vertige qui est de dire, voilà, est-ce que tout être humain est capable du pire? Moi, c'est ça qui me donne à réfléchir dans ce procès. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie de se rassurer en disant, bah, c'est l'affaire d'un système. Mais en fait, non, c'est l'affaire de l'homme, en fait, de l'être humain. C'est ce que on a mis dans les mots du péché originel, en fait, dans le christianisme, et qu'on a peut-être du mal à comprendre. Mais on tourne, en fait, depuis le péché originel, on tourne autour de cette question qui est difficile à faire entendre dans une société post-chrétienne, mais qui a quand même une sacrée importance. Après, voilà, moi je pense qu'il y a quand même des procès qui sont, qu'on le veuille ou non, emblématiques, qui sont aussi des procès qui font évoluer un certain nombre de sujets de société, qui font prendre conscience de problèmes qui existaient mais qu'on ne voyait pas. Par exemple, l'usage de médicaments d'empoisonnement chimique, en fait, pour contraindre les femmes et les violer. C'est un sujet dont on parlait un peu, mais là on est vraiment confronté à ça. C'est le caractère on industriel, est confronté à une voilà, et puis à une femme qui a un courage extraordinaire, une dignité, une volonté et qui est aussi. Et moi je dirais que sa dignité, son courage, pour le coup, me semble exemplaire, dans la mesure où ça donne à beaucoup de victimes, vous savez, on l'a beaucoup dit dans les questions des abus sexuels dans l'Église. En fait, souvent les victimes ont honte, elles se sentent, elles n'osent pas en parler, voilà. Et cette femme, par sa capacité, son courage à parler, je trouve, donne un message très puissant, très encourageant pour toutes les personnes qui sont victimes d'abus. Pour moi, je trouve ça c'est assez époustouflant. Elle a obtenu le fait, notamment, que le procès ne se déroule pas à huis clos, hein, puisqu'elle voulait justement il faut un sacré courage. La diffusion des vidéos, tout ça. Bérénice Levet, est-ce que le problème, on parle du mal avec le A ouvert, mais est-ce que le problème, c'est pas le mal, le mal, non, mais l'homme où je suis, non, justement, je crois que c'est vraiment pas le mal, justement, avec un accent circonflexe et un. Non, c'est lui quand même. Mais c'est un homme. Donc c'est là que je trouve malgré tout qu'il ne faut pas glisser de la responsabilité d'un individu et de plusieurs individus, mais il y aura toujours une différence. Ce ne sont que des hommes qui sont sur les bancs des accusés. Mais bien sûr, ce ne sont que des hommes. Mais d'accord, mais c'est pas tous les hommes. Donc c'est là le problème du féminisme, c'est de glisser de cas particuliers à une généralité que finalement, en tout mal, en toute jante masculine, il y a justement ce violeur potentiel. Et c'est ce que je combats depuis le début dans le féminisme, c'est précisément d'être à ce degré de généralisation. On ne peut pas déduire. Ces hommes sont coupables et responsables. Ça n'implique pas que tout homme est potentiellement, que tout être humain soit traversé par le bien et le mal. Bérénice Levet et Jean-Pierre Denis, comment se fait-il que tous ces hommes qui sont co-accusés n'aient pas jugé que la pratique à laquelle ils consentaient pouvait être transgressive et ne se sont pas dit, je peux en parler peut-être à des autorités, à dire. Mais bien sûr, voilà. Ils ne se sont pas dit ça. Nous sommes face à un mystère du mal. Mais je ne le nie pas que leur cas soit absolument troublant. Mais on ne va pas le déduire de leur essence, de leur nature masculine. C'est l'être humain dans sa responsabilité traversée par le bien et le mal. Qu'est-ce qu'il fait qu'il bascule dans... oui, alors cela dit, les viols sont commis principalement par des hommes. Par des hommes. Oui, donc il y a quand même une question. Enfin, on peut pas faire comme si cette question n'existait pas. On n'est pas égaux face à ce sujet. Il y a une question qui... Non, mais moi j'ai un point de vue plus nuancé. J'entends. Je vous rejoins sur le danger des essentialisations. Mais vous savez, c'est la fameuse affiche dans les années 70. Donc, c'était un homme tout à fait ordinaire. C'était une affiche du MLF. Cet homme est un violeur. Et plus bas, cet homme est un homme.
évidemment à faire pâlir nos féministes d'aujourd'hui. Mais je ne veux pas aller de cette... tout être humain est traversé par le bien et le mal. Oui, Qu'est-ce qu'il fait qu'il... Jean-Pierre vous répond. Bérénice, Jean-Pierre vous répond. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Qui est un homme et qui il y a l'assume. d'abord une question de vertigineuse qui est la question du mal. Donc pour moi, ça se situe essentiellement là. Et l'effroi que j'ai en lisant les comptes rendus d'audience, c'est cette horreur. Voilà. Mais j'ai le même sentiment quand je regarde ce qui s'est passé le 7 octobre. Voilà. C'est exactement la même Au Proche-Orient. Au Proche-Orient, avec ce qu'ont fait ces violeurs d'ailleurs du Hamas. Donc, ce sont les mêmes, c'est la même horreur que l'on éprouve. Et donc, il y a bien une même question: comment des hommes sont-ils capables de commettre de tels actes? Comment des hommes au sens de l'humanité et comment des hommes au sens du genre masculin? C'est vraiment une question quand même. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui vont commettre des abus sexuels, mais elles sont quand même Ou de commettre beaucoup le plus mal. rares. Qu'il n'y a pas des femmes qui vont commettre du mal, qu'il n'y a pas des femmes qui vont commettre des meurtres, bien sûr. Mais là, on est quand même face à une question qui est proprement vertigineuse. Donc voilà, je pense qu'il faut la regarder et aussi. on a aussi la question Qu'elle quand même des réseaux instrumentale- sociaux, qu'elle enfin soit- de toute la qu'elle technique soit aussi qui, Voilà. qui a servi C'est aussi aussi, d'intercesseur. vous avez évoqué Hannah Arendt, c'est aussi la question de l'obéissance. Parce qu'en fait, ces hommes se sont retrouvés, peut-être que ce n'était pas leur première intention, mais ils sont arrivés à obéir sans poser aucune question à ce violeur en chef qui orchestrait en fait Et sans la ces conscience de choses, violer. sordides. Sans la conscience de violer, puisque d'une certaine façon, il y avait une transaction, ils avaient été recrutés et ils avaient accepté en fait une petite Bon, annonce. Ils avaient répondu à une petite annonce d'une certaine façon. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, et je pense qu'ils sont confrontés d'abord au risque judiciaire de la condamnation, et puis au risque du miroir que tend la justice. Et donc, il y a une forme de déni, et c'est vrai qu'il est particulièrement frappant de voir que pratiquement aucun n'a vraiment reconnu sa responsabilité dans cet acte. Et justement, alors là, je pense qu'on sera bien d'accord, l'enjeu, c'est de les placer chacun d'entre eux face à leurs responsabilités. Ils sont responsables de leurs actes, même s'ils ont obéi. C'est le rapport aussi avec l'affaire Eichmann. Même s'ils ont obéi, ils sont responsables de leurs actes, même s'ils n'ont pas osé, peu importe, ils ont commis cet acte. Ça, c'est un Mais point sur la capital question à rappeler. justement de la responsabilité collective où tous les hommes pourraient se retrouver, se sentir en tout cas interpellés comme hommes, Hannah Arendt, toujours dans le contexte de la polémique après son rapport à Eichmann, un journaliste, lors d'une table ronde, lui dit en tout cas j'approuve beaucoup cette question parce que le traitement de la question, parce que finalement il y a un Eichmann en chacun de nous, comme aujourd'hui les hommes pourraient être tentés de dire. Et Arendt dit que non, il n'y a pas un Eichmann en chacun de nous, il y a des Eichmann, ceux qui ont commis, et puis ceux qui potentiellement. Et donc on ne doit jamais... Ceux qui potentiellement, c'est-à-dire qui auraient potentiellement pu être des Eichmann, mais de toute façon, ils l'ont pas été. Donc, la question est vraiment de juger ceux qui ont commis l'acte. Après, quand chacun des hommes, il y ait peut-être un violeur potentiel, qu'en savons-nous? Mais en tout cas, aucun homme... Mais ça fait peur, cette question. Mais bien ça sûr, fait peur de se dire, heureusement finalement, que est-ce que nous moi, je suis un violeur potentiel? Mais Ça fait c'est peur. important d'être tous rappelés à cette finitude humaine, au fait que nous sommes traversés. Non, mais ça n'empêche pas, Bénédicte, ça n'empêche pas que soit posée, à mon sens, à juste titre, la question du consentement dans les relations sexuelles, qui est une question qui peut-être Oui, mais il ne doit pas n'existait être pas. contractualisé comme voudrait le féministe Non, mais ça, c'est aujourd'hui. encore autre chose. Mais qu'elle soit oui, mais posée et exposée par ce procès dans la pire des conditions, que la question du consentement, ça me paraît... Mais il est plutôt- évident que là, il n'y a pas de consentement. Mais ça de me Gisèle paraît, ça me paraît plutôt un progrès que cette question ait émergé. Elle a toujours aimé De là, Elle n'est pas dans l'article 222-23 du Code pénal qui définit le viol. Je ne vais pas lire cet article sur cette antenne. Mais bien sûr, Mais parce que- la notion de consentement Mais n'est non, pas il mentionnée faut pas explicitement. qu'elle y soit. La France Insoumise a déposé une proposition de loi visant à inclure cette notion dans la définition pénale du viol. Elle a été rejetée Bien en sûr, commission des lois. il faut, parce que si vous l'introduisez, c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. Ça voudra dire qu'il y a une dimension contractuelle presque, où avant toute relation sexuelle, il faudra quasiment cocher des cases comme nous Oui, et faisons aux d'ailleurs, États-Unis. Donc on ne quand doit bien- pas et l'inscrire d'ailleurs, dans quand la bien loi. même, Vous ces savez cas- bien que c'est plus compliqué, les relations Bien entre sûr. un homme et une Et femme. bien sûr, quand bien même d'ailleurs ces relations seraient contractualisées,
Il n'empêche que dans la réalité de la relation amoureuse, il peut se passer des choses qui n'étaient pas prévues. Pas besoin. Mais la question du consentement est fondamentale et qu'elle soit arrivée sur le tapis, pas seulement avec cette affaire-là, parce que c'est effectivement, d'ailleurs, vous l'avez vous-même dit, elle est arrivée dans le débat public depuis maintenant quelques années à travers un certain nombre d'affaires. Et je pense que c'est plutôt un progrès. Voilà. De là à généraliser, essentialiser, moi je suis toujours effectivement très réservé face à ça. Voilà, c'est pas, on dit pas, voilà, les Allemands sont, voilà, ce sont voilà, des nazis, des Allemands ont été responsables. C'est Alfred Grosser dont j'avais eu la chance de suivre les cours quand j'étais étudiant, qui disait ça. Alfred Grosser, d'origine allemande, d'origine juive, qui rappelait ça. On ne généralise pas, on n'essentialise pas, on est chacun responsable de nos actes. Là, je vous rejoins. Allez, en guise de synthèse de toutes nos discussions, on va parler de Gustave Caillebotte. Vous allez me dire, synthèse, pourquoi? Il a peint des hommes, des portraits d'hommes. Hein, c'est au musée d'Orsay et cela mérite d'être souligné. C'est un peintre réputé qui est mort en 1894. Donc ces figures masculines sont aujourd'hui exposées. Et puis c'est de la peinture. On en parlait au début de notre entretien en relativisant la chose à la question, en faisant le lien avec la question de l'Église. Cette exposition Caillebotte, Bérénice Levet, qu'a-t-elle de particulier qui a retenu votre attention? Vous dites ces portraits d'hommes, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que des hommes justement. Sauf que les commissaires de l'exposition voudraient que nous choisissions exclusivement, que nous regardions les œuvres exclusivement au travers du prisme de la masculinité. Masculinité, donc terme tout à fait emprunté aux études de genre. Et d'ailleurs, le commissaire de l'exposition ne s'en dissimule pas. Donc l'exposition s'appelle Peindre les hommes. Et évidemment, si on était comme moi et qu'on parlait la langue d'hier, homme s'entendrait encore en un sens générique, sauf que évidemment aujourd'hui il ne s'agit plus que de l'entendre dans un sens sexué, genré. Et alors je vous lis donc exactement comment Paul Perrin, le conservateur en chef et le directeur de assez rapidement, il nous reste du musée, une minute, voilà, hein. Il dit donc qu'il a choisi ce tableau. Alors c'est en fait lorsque le Orsay a acquis un tableau qui représentait un homme, ils se sont dit mais finalement là est la singularité de Caillebotte, il peint que des hommes. Bon, sauf que Huysmans avait adoré les femmes que peignait Caillebotte. Et alors il dit, finalement on est parti de cela, donc ce tableau a été le point de départ de notre réflexion. 70% des hommes représentés dans les toiles de Caillebotte sont des sujets masculins. Il était donc pertinent de regarder son travail sous le prisme des études de genre et des masculinités. Donc pour vous, non, on a compris que non. Ensuite, vous, mais c'est un peu... Et le catalogue et les cartels, et donc c'est vraiment une grille de lecture qui est imposée aux visiteurs, mais l'exposition a mérite d'y aller et surtout de ne pas lire les cartels, mais nous apprenons qu'il bouscule les stéréotypes de genre, Allez, Jean-Pierre répond, on a compris, Bérénice Levet. Non, mais c'est un peu c'est un peu la tarte à la crème de la muséographie, cette espèce de catéchèse un peu bébête, et les gens se sont débarrassés du catéchisme catholique pour avoir ce type de discours vraiment franchement déjà plaqué, complètement stéréotypé. Voilà. Et en fait, non-mixité. Oui, Caillebotte est juste un grand peintre qu'on a beaucoup de plaisir à voir, et c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Ce qui était absolument. très intéressant, c'est que l'année qui avait commencé avec la rétrospective du salon de 1874 termine avec Caillebotte, qui est un peintre qui n'est pas réductible à l'impressionnisme. Donc c'était toute une réflexion, et l'exposition aurait pu marquer une date dans l'historiographie. Et il s'en remettra très bien parce qu'il est plus fort. Voilà, l'exposition est... Allez, merci beaucoup à tous les deux, Bérénice Levet et Jean-Pierre Denis. Bérénice Levet qui a publié Penser ce qui nous arrive avec Anna Arendt aux éditions de l'Observatoire, et Jean-Pierre Denis, Nul n'est censé ignorer la météo, aux éditions Ad Solem, respectivement essayiste et philosophe et journaliste et chroniqueur à La Croix Hebdo.